Bonjour Juliette et bienvenue à Genève. Merci, bonjour. Donc vous êtes sociologue, écrivaine et vous enseignez également. Et vous venez justement de sortir ce livre-là, voilà, Cheveux d'appoint. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans les réseaux sociaux. En fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, j'ai pensé que c'était une sorte de mise au point. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour justement des cheveux d'appoint. On a tendance à dire que les femmes kamites, elles ont pris de l'extérieur en fait. Et justement, donc, est-ce que ce livre-là, c'est une sorte de mise au point? Est-ce que c'est, voilà, les points sur les i? Et c'est d'abord pour dire aux gens, en tout cas merci pour l'intérêt que vous portez à l'ouvrage. En tout cas, il s'agit de rappeler aux femmes kamites que ce sont les femmes, les Rémétaux de l'Égypte antique, donc les femmes noires, qui ont inventé toutes ces formes de coiffure et tout ce qu'on appelle le cheveu d'appoint. En fait, c'est tout ce qui regroupe ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire les faux cheveux. Mais chez les Rémétaux ou les Kamites de l'Égypte antique, il ne s'agissait pas de faux cheveux parce que c'était des coiffes, mais qui étaient faites à partir de matière. Et il se pouvait qu'il y ait des cheveux, mais c'était plutôt des végétaux, des choses qui étaient dans l'environnement des gens, qui n'étaient pas nécessairement des cheveux, comme aujourd'hui on le fait, mais c'était tressé, porté, et c'était plus, ça servait plus de protection du cuir chevelu, de casque, ou de couronne pour les rois, les reines, les pharaons, que de vraiment cheveux qu'on voulait s'ajouter parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas, quoi. Et c'est les déformations auxquelles on assiste actuellement viennent de cette méconnaissance de quoi était fait ces parures qui prennent l'aspect de cheveux, comme on le voit sur la couverture, de quoi elles étaient faites et puis pourquoi on les faisait, à quoi est-ce qu'elles servaient. Et c'est tout ce savoir qu'on n'a pas, parce qu'il n'est pas enseigné, qui fait qu'aujourd'hui, comme tout ce que font les Kamites et que faisaient les Rémétaux est analysé par le prisme du regard occidental, avec sa manière de considérer que les Noirs n'ont rien inventé, qu'ils n'ont rien apporté à la civilisation et qu'ils ne font qu'imiter parce qu'ils sont mal avec leur corps et leurs cheveux et leurs couleurs. Donc tous ces problématiques qui sont modernes en fait, qui sont nées de la colonisation violente qu'ont connue les Kamites du continent, qui ont été déportés partout dans le monde, eh bien ces problématiques-là sont analysées en défaut. Et mon travail effectivement a consisté à les sortir du prisme idéologique, des erreurs d'analyse, du défaut, du manque d'histoire, d'historicité, et de les resituer et surtout de réinvestir la femme noire et sa civilisation de ce qu'elle a inventé, pour qu'on ne lui dise pas qu'elle n'est qu'une imitatrice et qu'elle ne fait que copier. Et c'est faux dans tout l'ouvrage. Donc on le voit qu'elle a été d'abord une créatrice. Et du coup, en fait, c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à cette problématique du cheveu. La preuve, il y a 3 livres qui sont spécialement écrits sur les cheveux crépus. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une sorte est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de continuité dans ces 3 livres, ou alors chaque livre vraiment traite de la question complètement d'un aspect différent. En fait, je n'étais pas partie pour créer, parce que vous savez, quand vous êtes chercheur, vous n'avez pas mentionné tout à l'heure que je suis chercheur. Avant d'être écrivaine, je suis chercheur, et c'est parce que je cherche et que je trouve que j'écris. Donc la question au départ, c'était d'expliquer pourquoi les femmes se défrisaient, puisque c'est une problématique qui est très prégnante dans les Caraïbes, dans toute l'Amérique. Et puis j'ai vu, après quand j'ai commencé à faire des recherches, que dans le monde arabo-musulman, et puis que sur le continent aussi, ces pratiques-là ont été copiées, et elles s'éternisent encore aujourd'hui partout où il existe un peuple noir, un peuple kamite, ou en tout cas des personnes qui ont les cheveux frisés à crépus. C'est-à-dire qui ont quand même des influences afro, même si elles ne reconnaissent pas ça. Donc au départ, j'étais partie pour faire un travail comme ça sur pourquoi le défrisage.
Et comme depuis 16 ans, puisque cette année, Peau noire, cheveux crépus aura 16 ans, comme depuis 16 ans, j'ai suivi un peu l'évolution, alors d'abord du courant Napi, puisque le courant Napi est parti de tout ce travail. J'ai suivi un peu l'évolution à travers les salons, de la problématique, comment les gens s'investissaient de leurs cheveux, comment on décidait qu'on voulait reprendre contact avec son vrai corps, donc avec son cheveu qui est un prolongement du corps. Et j'ai observé que une problématique faisait suite ou débouchait sur une autre problématique et qu'il n'y avait pas de réponse. Il y avait beaucoup, comme avant pour le défrisage, beaucoup, j'allais dire, d'ineptie aussi qui se disait. Et comme moi j'entends ça de mon oreille de sociologue, je me suis dit, il faut apporter des savoirs. Les gens font ce qu'ils veulent, mais il faut leur apporter des savoirs sur, par exemple, cette mode des perruques qui est en train de déclasser le cheveu naturel, parce qu'il faut le voir. Ces perruques-là, ces postiches, tout ce qu'on appelle cheveux d'appoint, cheveux, donc faux cheveux, tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de manières de désigner ce phénomène, qui n'étaient pas, je vous l'ai dit, forcément des cheveux chez les Rémétaux. C'était des coiffes, des parures qui étaient faites avec du raffia, tressé avec des végétaux, avec tout ça, et qui leur donnaient d'ailleurs un aspect, je vais vous montrer quelques diapositives tout à l'heure, qui leur donnait un aspect effectivement de cheveux, du fait que les femmes, les hommes tressaient. Le cheveu était tressé. Et là aussi, il y a une problématique sur l'origine de la tresse. Vous savez que les Européens ont commencé à dire oui, la tresse. Mais comme d'habitude, ils s'approprient tout et puis ils décrètent que. Or, la tresse est typiquement civilisationnellement kamite, africaine, etc. Donc, du coup, comme la problématique aujourd'hui tourne autour, ou les problématiques tournent autour du faux cheveu, les femmes qui portent des faux cheveux sont très critiquées, on a parfois le sentiment que nos femmes se livrent à un certain carnaval, qu'elles n'ont pas de discernement quand elles choisissent leur perruque, la manière de les porter, les couleurs, les longueurs. On a vraiment le sentiment qu'elles sont dans la démesure et qu'elles se livrent comme ça au regard des autres, elles se dénudent comme ça d'une manière qui fait que les autres les jugent extravagantes et pas mesurées, tout ça. Et comme pour moi, c'est mon souci. Je pense que si nos intellectuels, nos universitaires s'occupaient de leur peuple, on aurait eu beaucoup moins de carnaval dans nos pratiques. Et du fait que nos universitaires sont dans les universités des Européens et qui font de la recherche pour je ne sais qui, ces travaux-là, s'ils en font, d'ailleurs, j'ai dit que Peau noire n'a pas eu de travaux complémentaires ou contradictoires. S'ils en font, eh bien, ils sont confinés dans les universités européennes et elles ne sont pas destinées à leur peuple. Et donc, les peuples kamites sont vraiment livrés à eux-mêmes pour gérer, à la limite, ce que l'industrie occidentale leur donne, des faux cheveux, des couleurs, des ongles, des choses qui font qu'on a sans arrêt l'impression que nos gens sont dans un carnaval qui ne s'arrête pas. Et moi qui suis donc soucieux de la façon que nous avons de nous soucieuse de la façon que nous avons de nous présenter au monde, je me dis qu'il faut peut-être expliquer, donner des choses aux gens pour qu'elles comprennent d'abord ce que signifie qu'on faisait avant, qu'elles continuent à faire sans savoir que ça n'avait pas la signification qu'on donne par exemple, tous ces rajots, ces faux cheveux, c'était pas ça. C'est vrai qu'elles sont dans des traditions. Elles ont toujours, les Africaines, les Kamites, ont toujours porté des cheveux d'appoint. Mais elles n'ont jamais été dans l'excès et le ridicule. Et c'était lié à des symboles que nos femmes d'aujourd'hui ont perdus. Et quand elles se mettent, par exemple, des longueurs exagérées ou des couleurs, etc., mais bien sûr qu'on est libre de faire tout ça. Mais il est important, surtout quand on a des enfants, de les resituer, de les ramener à quelque chose on va dire, qui montre que on a des valeurs, qu'on sait
on n'est pas la risée du monde, on n'est pas ridicule, et que les gens n'ont pas à venir. Par exemple, on m'a raconté il y a 2 jours, c'est un médecin, un médecin qui se lève, c'est une patiente qui raconte à un autre médecin ce qu'un médecin lui a fait, et donc elle était dans son cabinet, il se lève, et il vient et il lui tire les cheveux. Et parce qu'elle a un peu un tic de cheveux comme le mien, elle est de Guadeloupe. Et elle dit, et le médecin français lui dit, tire ses cheveux. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il dit, ce sont vos cheveux. Parce que, déjà dans la mentalité des Occidentaux, des Blancs ou des autres, eh bien, la femme noire n'a pas de cheveux. Elle n'a que des faux cheveux, puisque le fait qu'il fasse ça montre que pour lui, toutes les femmes noires se couvrent avec des faux. Et du coup, on ne se rend pas compte, mais on doit être quelque part responsable de l'image, parce qu'une mauvaise image de l'une de nous est une mauvaise image qui déteint sur tout le groupe. Et c'est ce souci qu'on doit avoir, de préserver l'image de notre groupe et des femmes de notre groupe pour qu'elles ne soient pas la risée des autres. Donc ce travail-là, notamment sur les cheveux d'appoint, montre qu'au contraire, ce sont les femmes kamites, les Remetou, qui ont inventé toutes ces manières d'agencer la coiffure, et je vais vous expliquer pourquoi elles le faisaient. J'ai une autre question. D'un point de vue sociologique, comment est-ce que vous expliquez l'émergence en fait du port des cheveux crépus, que ce soit par des femmes en Afrique, aux Antilles ou dans la diaspora, qui finalement se forgent des autres valeurs par rapport à la conception de la beauté, par rapport à ce qui leur a été transmis en fait? Eh bien, ce qui aurait été transmis depuis des générations, ça aurait été que le cheveu crépus se coiffe, s'entretient, se lave aussi d'une façon particulière, qu'avec l'esclavage, des pratiques qui ont été perdues, puisque j'ai expliqué dans Peau noire, cheveux crépus l'origine de ce phénomène. C'est d'abord le fait que les Africains sont déportés dans la violence la plus totale vers les Amériques, qu'ils sont enchaînés, qu'ils sont transformés en outils, qui sont vendus comme de vulgaires outils d'ailleurs, et qu'ils ne disposent plus d'aucun accessoire pour entretenir leur beauté qui était sur le continent, sur Kama, qui était une activité qui demandait beaucoup de temps, parce que le cheveu entrait dans une série d'activités qui se menaient en parallèle et qui avaient besoin de temps. C'est ce que j'appelle un temps culturel. Pendant qu'on se coiffait, eh bien, on racontait des histoires aux enfants, on faisait leur éducation, on se racontait les généalogies, on se racontait l'histoire du village ou du clan, etc. Donc il y avait énormément de choses qui se faisaient pendant ce temps long de la coiffure. On prenait le temps de défaire les tresses, de les graisser, de se shampouiner, tout ce qu'on veut, et on se recoiffait pour 2-3 mois. On n'était pas dans tous les jours, on va passer 4 heures à se coiffer. Ce que les femmes vous disent aujourd'hui, que c'est plus simple de se défriser parce que ça va plus vite. Non, ce qui va plus vite, c'est que vous êtes bien coiffé pendant 3-4 mois. Et c'était ça les traditions. Alors, avec le mouvement Napi, avec le livre Peau noire, cheveux crépus, le salon boucle d'ébène, tout le travail qu'on a fait, parce que une fois que ce livre-là a été publié en 2004, on a fait beaucoup de salons, d'activités de vulgarisation de son contenu. Donc c'est par là que les gens vont apprendre, vont découvrir des concepts, un vocabulaire, une manière de parler de ces problèmes. Parce que avant, si vous faites une analyse, vous verrez, avant Peau noire, les gens n'ont pas de mots, de vocabulaire pour parler de leurs difficultés. Même quand on parle de dictat de la beauté, c'est une expression qui est vraiment dans Peau noire pour expliquer qu'on n'a pas le droit de se soumettre si vous voulez, à l'appréciation en termes de beauté, d'esthétique, de gens qui ne partagent pas vos traits, vos caractéristiques, entre guillemets raciales, et qui vous disent que ça c'est pas beau, ça c'est eux qui auraient le beau, etc. Donc ce diktat de la beauté, c'était le premier pas pour dire aux gens de refuser que des personnes viennent vous dire que vous n'avez pas la beauté, que ce sont elles qui l'ont, et elles vont vous expliquer en quoi elles consistent, c'est-à-dire peau claire et cheveux lisses, ce qui est un arbitraire total.
Donc je considère que très largement, la façon sociologique que j'ai eue d'aborder la question a touché dans leur intimité les gens qui ont été sensibles, parce qu'elles comprenaient vraiment quel mécanisme était derrière leur façon de se rejeter leur couleur, rejeter leur peau, leurs cheveux.